On va faire un petit point sur les actualités du réseau, dans un premier temps. Et puis ensuite, nous aurons deux témoignages. Tout d'abord, Ronan Léonard de Initiative Durable qui va nous présenter un outil de dialogue entre les animateurs de démarche EIT et les développeurs économiques du territoire, qui a été développé dans le cadre d'un groupe de travail Synapse. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons un cas concret d'exemple donc de dialogue entre animateurs de démarche EIT et développeurs économiques, qui sera présenté par Laura Dureuil, qui travaille pour le SBA, le syndicat du bois de l'Aumône. Cette expérience, c'est le label EcoRespire. Et on aura aussi le témoignage de Joël Perret de la société Stevia Natura, qui est intégré dans cette démarche de label EcoRespire. Il va nous expliquer pourquoi il a rejoint cette démarche. Et puis, une petite clôture avec une petite évaluation du webinaire en flash. Donc, vous n'en allez pas tout de suite. À la fin, donnez-nous bien votre ressenti sur ce webinaire. Voilà, nous allons commencer par les actualités du réseau et des partenaires. Un premier point pour vous rappeler deux choses. Déjà qu'il y a une publication de bulletins Eclaira. Donc, sur Eclaira, nous publions 3 à 4 bulletins par an sur différentes thématiques. Et le prochain bulletin concerne l'EIT. Donc, je vous invite à le consulter prochainement. Il sera en ligne d'ici la fin juillet. Et puis, en parallèle à cela, Eclaira publie aussi des fiches techniques. Et donc, pour faire le miroir entre le bulletin qui est plus de l'information générale et des témoignages régionaux, la fiche technique donnera plus donc, des éléments techniques et nous la réalisons à partir d'un groupe de travail. Donc, nous avions fait un appel à participation la dernière fois au cours du webinaire. Donc, nous remercions sincèrement les personnes qui nous ont répondu et avec lesquelles on travaillera le 28 juin. Sur le thème lever les freins à la concrétisation des démarches, les freins financiers, réglementaires ou socio-organisationnels. Voilà, donc ça sera une fiche technique qui sera aussi en ligne plutôt à l'automne. Pour les autres actualités des partenaires du réseau, je vais vous présenter celle qui concerne aussi le CIRID, qui est l'action DREC. C'est le déploiement du référentiel économie circulaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une action qui a commencé fin d'année 2020 avec 2 vagues et on est aujourd'hui en train d'accueillir la deuxième vague de collectivités. Donc, dans un premier temps, il y a eu 14 collectivités de sélectionnées qui ont envie de se présenter au label économie circulaire qui est proposé par l'ADEME actuellement. Donc, il y a un outil qui permet de se présenter à ce label qui est le référentiel économie circulaire. Et donc, nous accompagnons avec des prestataires les territoires volontaires dans cette démarche. Donc, il y en a eu 14 en première vague et là, nous accueillons les 8 prochains. Et nous commençons ces jours-ci les formations et les animations collectives et individuelles. Je voulais maintenant passer la parole à Olivier de l'ADEME, Olivier Gillet de l'ADEME, pour qu'il nous parle un petit peu des appels à projets de l'ADEME qui sont nombreux et notamment ceux sur les démarches EIT. Oui, bonjour tout le monde. Donc Olivier Gillet, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes, en charge notamment de l'EIT sur l'ensemble du territoire. Du coup, je vais brosser rapidement un petit panorama parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien au fait des différentes ailes, soit spécifiques des marchés EIT, soit génériques qui peuvent servir ce type de démarche. Alors, ce n'est pas seulement des appels à projets, il y a beaucoup de choses au fil de l'eau, du coup. En amont, on va dire, avant de se lancer dans une démarche, il y a l'indispensable étude de préfiguration d'une démarche.
une étude qui peut être réalisée, c'est intéressant, au moins en bonne partie en interne, d'un futur éventuel porteur de démarche, hein, mais qui peut se faire accompagner par un bureau d'études également, voilà, qui analyse les forces et faiblesses, opportunités du territoire, l'analyse des jeux d'acteurs, etc. Et peut définir d'ailleurs le territoire le plus opportun et adapté au lancement d'une démarche. Et puis toujours en amont, ce qu'on a accompagné 6 fois, et on se dit qu'il reste encore une possibilité, c'est le financement partiel en tout cas d'un animateur EIT sur 3 ans, comme on le fait pour d'autres structures dans d'autres domaines. Euh, les 6 que l'on avait accompagnés étaient sur la partie Rhône-Alpes en ce temps-là, donc s'il y en avait un nouveau, ce serait plutôt sur l'Ouest région pour équilibrer un peu les territoires. Voilà. Quelque chose en amont aussi, mais plus spécifique, je rappelle qu'il y a aussi possibilité de se faire aider sur une étude de gisement de chaleur fatale sur un territoire, le territoire pouvant être de la zone industrielle jusqu'au département. La région, ça paraît un peu large, surtout la nôtre. Voilà, donc ça également, on l'accompagne vraiment cas par cas. Et puis après, au cours de démarche, il y a bien entendu des études de faisabilité, de synergie multi-acteurs. Donc études de faisabilité technico-économique, bien entendu, environnementale, sur l'axe de la transition écologique, juridique, etc. Et puis après, l'ensemble des aides classiques, entre guillemets, que ce soit encore une fois études de faisabilité ou un investissement, qui rentrent dans soit le fonds chaleur, soit le fonds économie circulaire, voire le plan de relance actuellement, si c'est adapté. Voilà en quelques mots. J'essaierai de mettre quelques lignes, du coup, pour qu'il y ait plus de précision et que ça pourra être intégré au compte-rendu de notre réunion aujourd'hui. Et sinon, je me tiens à votre disposition. Merci Olivier. Nous voulions aussi dans les actualités vous faire part du colloque du 18 juin. Peut-être vous l'avez déjà vu. Nous avons mis une news là dans la communauté EIT en début de semaine sur ce colloque qui traite de l'équipement donc des parcs d'activités en énergie renouvelable. Alors c'est sur le site de Banque des territoires. Et c'est à l'intention des collectivités gestionnaires de parcs d'activités. Donc, ça peut tout à fait vous intéresser sur le sujet de la mutualisation de la production d'énergie renouvelable donc, sur ces parcs d'activités. Donc, vous trouverez toutes les infos sur la communauté EIT sur Eclaira. Ou alors, vous allez directement sur le site de Banque des territoires si ça vous intéresse. Une petite info aussi sur un mail qu'on va vous envoyer très rapidement suite à ce webinaire qui concerne votre avis sur les webinaires de cette année, d'une part, vos attentes sur l'année prochaine en termes d'animation de ce réseau, et puis aussi nous aimerions avoir votre point de vue sur les outils qui ont été présentés au webinaire précédent, qui concernait l'animation des réseaux et puis les serious games. Il y avait un kit d'animation EIT et 2 serious games qui ont été présentés la dernière fois. Donc, on va vous renvoyer un petit sondage pour savoir, vous, si vous êtes intéressé par ces outils, comment si vous sont mis à disposition, comment vous souhaiteriez les utiliser. Donc voilà, on a vraiment besoin de vos retours à ce sondage pour pouvoir définir comment on travaillera l'année prochaine. C'est un petit peu tôt encore, on est seulement en juin, mais ça nous permettra d'alimenter aussi des discussions qu'on vous proposera au dernier semestre de cette année. Donc merci d'avance pour vos réponses. Un autre point aussi, qui est la prochaine date, qui est la visite du port Édouard Herriot à Lyon, donc qui est programmée, qui devait se faire aujourd'hui d'ailleurs et qui avait été décalée, qui est programmée donc le 22 septembre. Donc nous avons concocté un programme pour cette journée. Donc on vous propose vraiment une rencontre cette fois-ci avec sur l'ensemble de la journée avec une pause repas pour que vous puissiez échanger les uns avec les autres et mieux vous connaître.
Donc, pour organiser ce moment, nous avons besoin vraiment que vous inscriviez euh, assez tôt, disons même avant le 7 juillet. Et donc, on vous envoie un lien là qui sera dans le PowerPoint, mais que Margot vient de vous remettre aussi dans le chat. Donc, voilà, on a besoin de vos inscriptions assez tôt sur ce point-là, avec une visite du port qui se fera par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, avec une visite en bateau, une présentation en salle et une visite en bateau. Donc, ça peut être vraiment intéressant de voir les activités de cette zone portuaire et tout ce qui se passe en matière d'EIT sur ce site. Et on aura aussi en complément une présentation de ce qui se passe sur la vallée de la Chimie par le Grand Lyon ce jour-là. Voilà. Et puis on pourra retravailler sur vos attentes de l'animation 2022 en fonction de vos réponses au sondage. Donc merci aussi de vous inscrire au plus vite. Eh bien, j'en ai fini avec les actualités et je vais donc passer la main à Ronan Léonard, l'Initiative Durable, qui va nous proposer cette grille de questionnement. Et d'ailleurs, je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'il puisse mettre le sien. Bonjour à tous. Alors, normalement, le partage d'écran doit fonctionner. Je viens de prendre la main. Christelle, Oui. tu peux me confirmer Alors, si tu vois bien mes slides? Toc, toc, toc. Est-ce que moi, je suis... Non. Oui, c'est parfait de notre côté. Oui, moi, je vois un c'est bon. truc bizarre, mais est-ce que vous voyez? Tout à fait. Ok. Pour moi, ça marche. D'accord. Bon, bah, Christelle, j'espère qu'elles vont s'afficher petit à petit. Oui, oui, non, mais c'est bon, excusez-moi, j'étais un petit peu perdue, mais c'est bon. Merci. Ok, pas de souci. Du coup, bonjour à tous. Ronan Léonard. Du coup, moi, je suis chargé de projet économie circulaire chez Initiative Durable. Initiative Durable, en fait, on est un réseau basé en Alsace, hein, on intervient dans le Grand Est sur l'économie responsable. Et du coup, on a développé une compétence en termes d'EIT. Globalement, mes missions, avant d'aborder justement l'objet d'aujourd'hui, c'est l'animation de 2 démarches EIT sur l'Eurométropole de Strasbourg. Une démarche qui est assez ancienne, qui s'appelle la démarche Clé, qui est sur le port autonome de Strasbourg, et une toute nouvelle démarche qu'on vient de développer sur l'écoparc Rénan, donc une zone d'activité sur Strasbourg. Mes 2 autres missions principales, c'est la co-animation du réseau d'animation EIT Grand Est avec le CEA, donc le Club d'écologie industrielle de l'Aube. Et donc pour Synapse, on avait dans le marché de Synapse 1 une petite mission qui était le développement en fait, du groupe de travail développement économique et EIT. Donc, je vais vous en dire un peu plus aujourd'hui, avec notamment les 2 livrables qu'on a pu sortir de ce groupe de travail-là. Donc justement, un petit peu l'ordre du jour aujourd'hui, je vais vous rappeler un petit peu le contexte, comment on est arrivé à ce groupe de travail-là, les choix qu'on a dû faire, hein, parce que forcément, on a dû faire des arbitrages sur ces sujets-là, et puis les 2 livrables qu'on a réussi à mettre en place, hein, qui sont la grille de questionnement qu'on va aborder, et aussi la fiche synthétique, justement, qui permet de prendre en main la grille de questionnement. Vous verrez, la grille de questionnement, c'est un outil Excel qui est assez, comment dire, pas dur de prise en main, mais qui peut faire peur au prime abord. Et du coup, la fiche synthétique permet vraiment de comprendre un peu mieux comment s'en servir et d'apporter d'autres témoignages qui ne sont pas forcément visibles via la grille de questionnement. Et bien sûr, après, je vous laisserai me poser des questions et mon adresse mail est présente aussi dans les outils. Du coup, je vous laisserai revenir vers moi peut-être par la suite. Du coup, les objectifs du groupe de travail, ils étaient au nombre de 3. C'était vraiment identifier les territoires précurseurs exemplaires sur la thématique, hein. Donc, certains commencent à travailler petit à petit avec les développeurs économiques sur leur territoire, mais c'est quand même assez marginal, même nous aussi dans les démarches EIT qu'on mène sur Strasbourg. C'était d'identifier aussi les facteurs favorables pour une bonne intégration de l'EIT dans les stratégies de développement économique des territoires. C'est vrai que souvent, ça peut être des projets qui sont pas forcément annexes, mais qui sont un peu mis de côté. Et du coup, il y a une vraie plus-value à faire le lien avec les développeurs éco qui sont aussi au contact des entreprises. Et nous, au travers de ça, on voulait aussi formuler des recommandations pour favoriser l'EIT dans les stratégies globales d'un territoire. Au début de ce groupe de travail-là, donc les points importants, c'était de s'accorder sur la notion de développement économique, qu'on appelle un développement économique sobre en ressources, hein, puisque c'est bien beau de faire l'EIT, mais si c'est pour faire un développement économique
classique, comme on a l'habitude de faire, ça n'a pas forcément de sens. Donc l'objectif, c'est vraiment de base le prérequis de s'accorder sur cette définition, de définir ensemble certains critères à retenir, hein, pour identifier les facteurs clés de succès et les bonnes pratiques. Et puis aussi, l'objectif, ça a été d'auditionner un certain territoire qu'on a sélectionné, hein. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que Cindy Derail pour Maceo était intervenue avec justement la démarche Riom Limagne Volcan, il me semble que c'est ça le nom de la démarche, donc avec notamment le label Éco-Respire que vous allez entendre par la suite. Et on a aussi entendu Nicolas Matt de Pictos à Fos-sur-Mer. Du coup, on rappelle un petit peu de l'historique, hein, pour vous montrer que ça a été quelque chose qui a été co-construit et qui a pris un petit peu de temps, hein. Donc, ça a été la création d'une première grille qui a été enrichie notamment Rénoité à La Rochelle. On a pu aussi ajouter certains critères qui sont présents dans la nomenclature ADALI, hein, donc l'outil qui est développé par Maceo pour un petit peu connaître si un territoire est apte ou non à développer une démarche EIT, ou en tout cas, est-ce qu'il y a certains facteurs clés qui vont permettre le développement de ce type de démarche. On a pu faire aussi une rencontre à Paris avec les 2 territoires tests qui nous ont permis toujours un petit peu aussi de faire certains cuts dans la grille, certains critères qui n'étaient peut-être pas pertinents, et puis aussi de reformuler certains critères avec les membres qui nous ont fait remonter des choses à distance. On a pu aussi enrichir une dernière fois la grille lors des RFEIT qui ont eu lieu 3 justement en octobre dernier. Et puis on a fait le webinaire de restitution, hein, qui a eu lieu tout début 2021. Donc voilà, hein, c'est plusieurs enrichissements qui ont eu lieu et on a sollicité au total 20 acteurs, donc assez larges et assez divers, hein, aussi bien des animateurs OIT, des membres de la CCI, des développeurs économiques, pour justement avoir un panel assez large et pas louper des choses, avoir des trous dans la raquette dans certains critères qu'on aurait pu oublier. La définition du modèle économique sort en ressources, la voici, hein, 3 points peut-être importants à retenir. Le périmètre, qui est forcément le périmètre du territoire, qui est vraiment important dans la notion de développement d'une démarche d'EIT. Aussi le découplement de nous, ce qu'on appelle l'activité économique avec la consommation de ressources, hein. Et on introduit la notion du développement du bien-être des individus dans cela. Et le dernier point qui est dans le deuxième paragraphe qu'on souhaitait mettre en avant, c'était vraiment chercher à limiter la consommation de ressources externes au territoire. Et donc ça, c'est un peu le centre, hein, de l'EIT, de vraiment réutiliser au maximum les ressources qui sont présentes sur le territoire et que les déchets deviennent des ressources pour tout industriel. Les arbitrages qu'on a dû faire, malheureusement, hein, puisque dans le cadre de Synapse, on était vraiment tenu par un cahier des charges et un temps qu'on avait vendu. Du coup, on s'est vraiment limité à la cible des développeurs économiques. Donc, les outils que je vais vous présenter, hein, sont vraiment à destination des développeurs éco, pas forcément des animateurs IT, même si ça permet de faire des ponts, faire un dialogue entre les deux. Et justement, on a essayé de mettre au maximum des exemples inspirants et des bonnes pratiques de différentes cibles d'acteurs pour vraiment maximiser ce dialogue entre les deux ou différentes parties prenantes. La grille de questionnement, donc le lien sera présent justement quand le Cyril pourra vous envoyer les diapos. Je pourrais vous les remettre aussi dans le chat à la suite de mon intervention. Donc la grille de questionnement, il y avait plusieurs objectifs à celle-ci. C'était vraiment de mettre en avant les différentes sous-thématiques de développement économique et liens avec l'EIT. Du coup, je vais vous montrer rapidement par la suite les différentes grandes parties qu'on a essayé de mettre en avant. C'était vraiment de questionner les liens existants ou à construire, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle grille de questionnement. Ce n'est pas une grille d'évaluation ou vraiment quelque chose qui va vous dire, voilà, sur mon territoire, maintenant, j'ai tel score, je fonctionne bien ou non avec mes différentes parties prenantes du développement économique. C'est vraiment se dire, voilà le stade actuel où j'en suis, est-ce qu'il y a certains trous dans la raquette, est-ce que je peux vraiment utiliser tous les leviers qui sont à portée de main sur mon territoire. Et on voulait aussi mettre en avant et relayer des bonnes pratiques, hein, qu'on a pu trouver avec notamment les deux territoires inspirants et aussi avec les différents verbatims qu'on a pu entendre des différents territoires qui sont intervenus au RFEIT et aussi qui sont intervenus lors du webinaire de restitution. La grille, elle se distingue en 3 parties. La première, c'est intégrer les développeurs économiques au déploiement de la démarche EIT en cours. Donc, c'est vraiment, voilà, sur la base de mon plan d'action que je peux avoir en cours, comment les développeurs économiques pourraient venir m'aider, hein. Certains exemples, c'est par exemple, les développeurs économiques sont au contact des entreprises, ils vont les rencontrer sur le terrain. Comment on peut s'allier ensemble, soit maximiser des rendez-vous ensemble, soit se dire, voilà, tu vas rencontrer telle entreprise, essaye peut-être de pousser tel ou tel point de mon plan d'action qui pourrait justement me faire remonter des besoins et du coup avancer sur mes sujets. L'autre partie, c'est intégrer l'EIT dans mon métier de développeur économique. Donc là, c'est un peu la réciproque, c'est-à-dire le développeur économique, lui, il fait déjà un certain nombre d'actions. Comment il peut parler justement d'EIT dans ses rencontres avec les entreprises? Et enfin, le dernier point, c'est comment valoriser ma démarche EIT développement économique, c'est-à-dire qu'en fait,
la démarche EIT, au final, elle est au service d'une stratégie globale d'un territoire. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en ligne de compte. C'est vraiment comment valoriser les liens qui sont présents sur le territoire, hein. Ce n'est pas se dire il y a tel ou tel projet qui fonctionne un petit peu en silo. C'est vraiment se dire comment on peut fonctionner tous dans un écosystème et comment valoriser justement les actions qui sont mises en place. Dans ces différentes parties, on a souhaité mettre différents critères. Ces différents critères, en fait, ils sont régis sur 4 sous-thématiques, c'est-à-dire les objectifs de ce critère. Qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en avant au sein de celui-ci? Les questions à se poser pour essayer vraiment de gratter toute la sémantique autour de ce critère-là, c'est-à-dire, notamment, nous, on met en avant justement les rencontres que les CCI ou les développeurs économiques peuvent faire avec les entreprises, les questions à se poser, c'est-à-dire est-ce que vous êtes au courant du calendrier d'intervention des développeurs économiques au sein des entreprises? Est-ce que certaines entreprises font partie de la démarche? Est-ce que justement je peux me coordonner avec les développeurs économiques pour aller rencontrer ensemble les entreprises? Et justement, après, en troisième point, en troisième tiré, c'est les exemples inspirants qui ont été mis en place sur certains territoires, hein, pour vraiment fonctionner ensemble en synergie. Et la quatrième sous-partie, c'est une partie virage, justement pour un peu se positionner et formaliser le niveau d'avancement où vous pouvez en être sur vos territoires et comment vous pouvez justement avancer dessus. Donc, il y a un onglet qui est vraiment prise en main de l'outil et un onglet qui est spécifique avec les différents critères de la grille de questionnement. Le deuxième livrable que je voulais vous montrer, c'était la fiche de synthèse qui est vraiment très liée à la grille de questionnement. Donc, cette fiche de synthèse, elle a plusieurs objectifs, hein. Je ne vais pas les rappeler, mais c'est vraiment identifier les facteurs clés de succès avec des retours d'expérience, puisqu'au final, la grille de questionnement, c'est un outil Excel, hein, qui peut être barbare de prime abord. Du coup, si vous la transmettez à vos développeurs économiques, ce n'est pas sûr qu'ils puissent s'en servir dans un premier temps et ce n'est pas assez pédagogique en tout cas. Du coup, pour nous, la fiche synthèse, en tout cas, elle permet vraiment d'être plus lisible et plus simple de prise en main et d'identifier les bonnes questions à se poser pour un développeur économique et que lui, il se dise, voilà, c'est mon premier niveau, c'est la fiche de synthèse qui me permet d'avoir des verbatims et des retours d'expérience. Maintenant, c'est vrai que peut-être je peux prendre en main la grille de questionnement pour voir ce qu'on peut faire ensemble avec la démarche EIT. Et justement, je peux vous montrer rapidement avant d'avoir vos questions et réponses. Alors, je vais voir si avec le partage, ça peut fonctionner et que je peux avoir accès à mon outil Excel. Vous allez me dire ça tout de suite. Donc, normalement, vous devriez voir mon outil Excel. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas. Du coup, 3 onglets. Le premier, donc ça, c'est la grille de questionnement, hein, donc vraiment un rappel justement de ce que j'ai pu vous dire, la proposition de définition de développement économique sobre en ressources, l'historique du groupe de travail qu'on a pu mettre en place avec les différents liens. Un petit aide au remplissage, parce que je pense que c'est important de la grille, voilà, les objectifs de la grille, les différences entre les critères. Certains critères sont colorés, d'autres non, justement, qui peuvent vous permettre de plus facilement remplir la grille. Et puis aussi, pourquoi remplir cette grille. Et le dernier onglet, c'est la grille en tant que telle, avec les 3 sous-parties. Intégrer le développeur économique au développement de la démarche EIT, intégrer l'EIT dans mon métier de développeur économique, et enfin, comment valoriser ma démarche EIT de développement économique. Donc, avec ces différents sous-critères, là, je vous en montrerai peut-être juste un. Donc, en premier, on a une petite fiche d'identité du territoire, hein, qui permet de se dire, voilà, quelles sont les bases à un moment donné. Et puis, justement, après, je peux vous montrer une petite catégorie. Donc là, où on a les parties du questionnaire, état des lieux, connaissances et liens avec l'EIT sur le territoire. Sur ce critère-là, on a l'objectif qui est noté ici. Donc, je vais peut-être zoomer un tout petit peu. Voilà, identifier les pistes de collaboration entre l'animateur EIT et votre mission de développeur économique pour contribuer à amplifier le déploiement de la démarche. On a différentes listes de questions, comme j'ai pu vous dire, voilà, comment pouvez-vous collaborer avec l'animateur de la démarche pour atteindre vos objectifs mutuels? Différentes questions, voilà, qui permettent de se positionner et de prendre un petit peu de recul sur le territoire. Et après, c'est les exemples inspirants. Donc, pour celui-là, voilà, on fait un lien auprès du réseau Synapse, voilà, pour un peu que les animateurs, les développeurs éco puissent se sensibiliser à cette notion de EIT, le référentiel Ellipse, et on met un lien aussi auprès de Picto. Donc ça, voilà, il y a une dizaine, une quinzaine de critères qui sont présents et qui permettent vraiment de couvrir, en tout cas, nous, c'est ce qu'on espérait faire avec cet outil-là, de couvrir le spectre au maximum du développement économique. Et puis la grille, je vous la mettrai, je ne sais pas si j'aurai trop le temps de vous la montrer, parce que ça serait intéressant d'avoir peut-être vos questions, mais la grille, elle permet vraiment de prendre en main justement la fiche synthèse permet vraiment de prendre en main cette grille de questionnement, avec encore un peu plus d'éléments, des interviews croisées justement entre
animateurs et développeurs économiques pour montrer un peu la prise en main justement de ces sujets par les développeurs économiques. Voilà de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'espère être… Normalement, je suis toujours dans les temps, mais ça nous laisse un peu 10 minutes de questions pour tout le monde. Merci Ronan. Est-ce que vous avez des questions un peu précises? Est-ce que vous voulez entrer davantage dans ces critères, dans cette grille? Est-ce qu'on a le temps donc peut-être de définir un ou deux critères? Quels sont les besoins des présents aujourd'hui? Est-ce qu'on va un petit peu plus loin? Moi, j'ai une question qui est un peu plus pragmatique, c'est le lancement de cette démarche. C'est comment vous y êtes pris par rapport à en termes de gouvernance, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des réunions préalables, je ne sais pas, avec vous représentez une instance publique, je n'ai pas bien compris au départ pour qui vous travaillez, mais du coup la question elle porte sur le lancement. Quelles procédures vous avez mis en place, le coût et puis les délais qui ont été nécessaires pour le lancement de cette démarche? Alors, en fait, c'est pour le cadre de Synapse, hein, du coup, dans la mission d'animation de Synapse. Du coup, nous, on était vraiment, comment dire, c'était vraiment notre seule mission de gérer, d'animer ce groupe de travail-là. Du coup, plusieurs rencontres avec différents acteurs, à La Rochelle, qui était en 2019, au RFEIT. On a fait aussi des groupes de travail une fois à Paris. Et après, c'était vraiment en lien aussi avec les différents acteurs, aussi bien animateurs EIT que CCI à distance, pour justement rajouter des verbatim et des exemples dans la grille de questionnement. Au niveau de la gouvernance, c'était vraiment en lien avec ce que l'ADEME aussi souhaitait, hein. C'est vrai qu'on a dû faire des choix, c'est ce que je mentionnais dans l'outil qu'on a pu créer. Du coup, c'est vraiment un outil qui est plus à destination des développeurs économiques que des animateurs. C'est pour vraiment eux qui se posent la question. Voilà toutes les actions que je peux faire sur mon territoire et les liens qu'il peut y avoir avec les animateurs EIT ou la démarche EIT qui est présente sur mon territoire. Un peu le prérequis de cette grille, c'est qu'il y ait déjà entre guillemets, une démarche EIT qui est présente, hein, même si un territoire qui n'a pas de démarche EIT, ça peut être aussi intéressant, mais c'est vrai que les questions sont tournées d'une telle manière qu'il y a déjà une démarche EIT qui est présente sur un territoire. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou vous souhaitiez aller plus loin peut-être sur les démarches EIT qu'on mène chez Initiative Durable. Si peut-être une précision, c'est si moi je veux lancer une démarche EIT, comment je m'y prends? Est-ce que ça a un coût? Et comment je fais, quoi? Après, vous avez plusieurs méthodes, hein. C'est vrai que là, peut-être en 2 minutes, je ne peux pas répondre à cette question globalement, mais c'est se poser la question justement de quelle zone d'activité serait intéressante pour développer justement une démarche EIT. Est-ce que c'est à l'échelle d'un territoire globalement? Est-ce que c'est à l'échelle d'une zone d'activité? C'est vrai que nous, les deux démarches EIT qu'on mène, c'est plutôt à l'échelle de zone d'activité, donc c'est intéressant avec la proximité des acteurs. La question se pose toujours aussi au niveau du portage de la démarche EIT, hein. Ça, c'est une des questions aussi que nous, on essaie de prendre en compte bien en amont la pérennisation de la démarche. Du coup, par exemple, sur Clé, on peut faire un rapide aparté, mais nous, la démarche sur le port autonome de Strasbourg, en fait, elle est animée par Initiative Durable, mais l'animation et le portage sont découplés. C'est-à-dire que le portage de la démarche EIT est fait en fait par une association de zone qui s'appelle le GUP, qui sont les groupements des usagers du port, et qui permet justement d'avoir un ancrage territorial un peu plus important. Après, je ne sais pas le contexte en tant que tel en Auvergne-Rhône-Alpes, hein. C'est vrai que nous, le contexte des démarches EIT en Grand Est est un peu différent. Du coup, je ne sais pas trop en termes d'accompagnement, financement, comment vous pouvez être accompagné sur le sujet. Oui, je pense que le territoire, en plus, qui est concerné par Monsieur Pelu, qui peut nous l'expliquer en 30 secondes, est assez large et ça va faire partie de l'accompagnement dans le cadre du déploiement du référentiel économie circulaire, puisque je vais pas dire le nom comme il faut, le pôle Genevois, il va me manquer un bout, je vais pas le dire bien, donc je vous laisse le dire. C'est un pôle métropolitain qui fédère 6 communautés de communes et 2 communautés d'agglomération. On fait 1500 km². Et effectivement, on a 142 zones d'activité, dont 16 d'intérêt métropolitain.
sur lesquels justement le IT apparaît très très clairement comme nécessaire à être étudié, développé. Et c'est pour ça que je posais cette question-là, parce que ça serait hyper pertinent qu'à l'échelle de ces 16 zones d'activité qui représentent à peu près 2500 entreprises sur 22 500, on puisse identifier des pistes d'action au-delà de la fédération des acteurs, c'est les problématiques, ce qui peut être mis en place. Donc, on fait des expérimentations, mais ça reste de l'ordre de, comme son nom l'indique, de l'expérimental. Donc, en fait, ce que vous évoquez est très, très intéressant dans le sens où ça pourrait structurer, on va dire, une démarche long terme d'accompagnement du territoire et des acteurs éco. Donc, voilà. C'est pour ça que je posais ces questions-là. Mais c'est vrai que, comme vient de dire Christelle, on est enfin sectionné pour l'appel à projet référentiel économie circulaire. Donc, je suppose que ça pourrait faire partie des pistes de conclusion, d'éléments de conclusion du plan d'action, en fait, a posteriori. Voilà. C'est vrai que la grille là, vous permet en fait, de faire un petit état des lieux, justement des liens qui sont existants sur les zones d'activité que vous mentionnez. Est-ce qu'il y a déjà des développeurs économiques qui vont souvent à la rencontre des entreprises? Quels liens sont possibles? Est-ce qu'il y a une association de zone? C'est vrai que je pense que l'outil va être quand même un petit peu limitant, hein. Moi, c'est vrai que je ne connais pas exactement l'outil Adali, mais peut-être qu'il se présenterait peut-être un petit peu mieux pour voir un petit peu en préfiguration sur votre territoire quelle zone est la plus enclin à accueillir une démarche UIT. Est-ce que c'est vraiment à l'échelle des 16 zones, comme vous le mentionnez, ou vraiment plus spécifique à certaines zones qui ont un vrai potentiel? Je pense qu'il y a peut-être plusieurs outils. En tout cas, la grille de questionnement, je pense qu'elle va être assez. Elle ne pourra pas répondre entièrement à votre besoin, à mon sens. Donc, l'outil Adali va être présenté, nous disait Maceo, prochainement. Donc, si Maceo peut nous mettre un petit lien, s'il y a déjà des dates, voilà. Je ne sais pas qui est là, si c'est Véronique ou Cindy. C'est Cindy voilà. et je mets C'est les Cindy. liens. Merci Cindy. De rien. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on passe au témoignage du label Éco-Respire? Moi, j'ai une petite question, s'il n'y en a pas dans le public. C'était plutôt pour savoir, vous parliez de l'importance de créer du lien entre les acteurs de l'écosystème pour le développeur économique. Est-ce que vous avez des petits conseils là-dessus? Est-ce que la grille en parle sur ces modalités et comment on peut faire ça? Cette grille, elle donne plusieurs bonnes pratiques qui ont été illustrées. Moi, je peux en avoir en tout cas deux à ma connaissance que nous, on réalise sur certains territoires. On a en grand test en fait un jeu de l'EIT, un serious game de l'EIT. Vous l'avez mentionné, je pense que je ne sais pas si c'est le même. Nous, le nom, c'est Osons l'écologie industrielle et territoriale, qui permet. C'est le même, ok. Et du coup, ça nous permet justement de mettre un peu les gens autour de la table, de travailler sur un territoire fictif et en fait de se rendre compte que les métiers ne sont pas si éloignés sur certains sujets. Du coup, ça permet déjà de créer un dialogue, un lien de confiance. C'est vrai que nous, quand on aborde aussi les entreprises ou d'autres parties prenantes, le terme EIT n'est pas simple à utiliser. Honnêtement, même moi, j'essaie de le tourner d'une façon dite autrement, avec des synergies, des interactions. Et c'est vrai que voilà, derrière ce terme, des fois, les gens se disent, voilà, je vais être perdu, c'est une usine à gaz. Et voilà, de poser un jeu justement tous ensemble, de voir que en fait, c'est du bon sens. Ça permet déjà de créer des vrais liens. L'autre sujet dans la grille, qui a un témoignage intéressant, il y en a trois témoignages intéressants dans la fiche synthétique. Donc, il y a Cindy qui intervient justement avec Maceo et l'accompagnement qu'ils ont pu faire. On a aussi le Grand Nancy Métropole, justement, qui fait le lien entre une agence de développement économique et justement la métropole qui porte la démarche pour vraiment les appuyer à trouver les bonnes stratégies et vraiment contacter les entreprises, aller en lien avec les associations de zone. Donc ça, c'est un vrai lien, mais on va dire qu'ils ont pris ça directement au démarrage. Et le dernier lien, c'est au niveau de COSEN Développement, vraiment où c'est un territoire qui est vraiment engagé dans l'économie circulaire depuis très longtemps. Et du coup, le lien avec COSEN Développement, les agglomérations, il donne en tout cas des facteurs clés de succès là-dessus. Mais c'est vrai que dans la grille, il y a vraiment, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Cyrielle Borde de l'ADEME, de mettre énormément de liens, de ressources dedans pour vraiment donner des indications qui peuvent être, pourquoi pas, essaimées sur tout le territoire.
Super, merci. Alors, il y a une autre question. Pourrions-nous avoir des éléments sur ce jeu Osons l'EIT? Serait-il utilisable avec des étudiants? Alors, on pourra vous renvoyer sur cette question sur le dernier webinaire aussi, où on a présenté ce jeu. Et si tu veux compléter, Ronan. Oui, tout à fait utilisable par des étudiants, hein. Vraiment, ça s'adresse à un public qui n'y connaît pas grand-chose, avec des cartes ressources, des cartes justement acteurs, hein. C'est vraiment très pédagogique. Le replay de la présentation est en ligne dans la communauté EIT. Oui, merci. Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est moi qui ai posé la question, Valérie Laforêt-Mine, Saint-Étienne. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut le trouver, parce que j'ai regardé là sur Internet et je ne trouve pas, pour avoir quelques éléments éventuellement. Je vous mets ça dans le chat tout de suite. Super, merci beaucoup. Une petite dernière question ou on passe à la suite? Bon, eh ben, très bien. Et je vous remercie beaucoup, hein, Ronan, de votre exposé très clair et de votre réactivité pour participer à notre échange de ce matin. Et donc, nous allons donc passer maintenant au témoignage du label Éco-Respire. Et je vais laisser Laura prendre la main, si ça marche, sinon je la reprendrai. Oui, bonjour à tous, merci. Alors, hop, ça devrait marcher normalement. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, oui. Par contre, on est en mode présentation, on n'est Oui. pas en mode de visualisation. Voilà. Voilà, super. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Laura Dureuil. Je suis chargée de projet Territoire Zéro Déchet et Économie Circulaire au syndicat du Bois de l'Aumône, donc le SBA. Donc, vous avez une petite cartographie qui vous situe notre territoire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est dans le Puy-de-Dôme. On a 6 EPCI adhérents, donc une communauté d'agglomération et 5 communautés de communes que vous voyez en couleur à droite. Et donc, pour vous situer un peu plus, on entoure Clermont-Ferrand en fait, au nord, à l'est et au sud. Donc, on est sur 121 communes, 165 000 usagers. Et en fait, on collecte les déchets et on les transporte jusqu'aux exutoires. Et on fait tout ça en régie. Donc, le Valtom, par contre, a la compétence traitement. Donc, c'est vraiment dissocié de ce que nous faisons, nous. Et nous avons également la compétence prévention des déchets. Un petit détail, et pas des moindres, c'est que nous avons été labellisés économie circulaire en 2020. Donc, nous avons été le premier territoire en Auvergne-Rhône-Alpes à être labellisé. Voilà, donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, le territoire en vert que vous voyez sur la carte de droite, c'est le territoire de Rion-Limagné-Volcan, donc RLV, que je vais vous présenter très rapidement parce que donc, le chargé de mission développement économique, Jean-Charles Fauchia, que j'excuse aujourd'hui, n'a pas pu être présent. Donc, il vous aurait présenté ça beaucoup mieux que moi. Donc, moi, je ne vais pas vous donner de détails, mais au moins que vous sachiez de quel territoire on parle. Donc, RLV, c'est 31 communes, 67 000 habitants, sur un territoire plutôt mixte, puisque donc, il y a des zones de montagne, des zones de plaine, avec une ville de 20 000 habitants, une ville-centre, Rion, qui est plutôt bien desservie par les axes routiers, par les voies ferroviaires également. Voilà, et c'est également un territoire d'industrie. Donc, pareil pour le tissu économique qui est plutôt assez dynamique sur Rion-Limagné-Volcan. Je ne vais pas vous donner les détails, mais vous pourrez les retrouver sur ces slides si cela vous intéresse. Mais voilà, sachez qu'il y a 21 zones d'activité sur le territoire et qu'il y a quand même des filières phares, je pense notamment à la filière pharmaceutique sur le territoire, et puis des entreprises importantes aussi avec une renommée nationale, voire mondiale, comme Volvic, Hermès. On a aussi à des entreprises qui font beaucoup parler d'elles en ce moment, comme Carbios et Carbiolis. Voilà, donc on a quand même un tissu assez dynamique. Alors, on va revenir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, juste un petit historique sur le projet Éco-Respire, donc, que nous avons développé en partenariat donc, avec Maceo et RLV.
Juste pour vous expliquer comment on a initié la démarche, donc ça s'est fait dans le cadre du contrat d'objectifs déchets économie circulaire que nous avions conclu avec l'ADEME, donc de 2017 à 2019. Et un de nos objectifs principaux était de développer 3 démarches d'EIT sur notre territoire. Sachant que nous étions à ce moment-là dans un contexte un petit peu compliqué, donc en 2017, puisque nous étions en pleine fusion des EPCI. Donc les élus avaient des préoccupations par rapport à ce sujet-là, et donc ils n'étaient pas forcément tournés vers l'économie circulaire à cette époque. Nous étions également au SBA en pleine mise en place de la tarification incitative sur le territoire. Donc là aussi, les élus, quand ils entendaient parler SBA, ils pensaient tout de suite tarification incitative et pas économie circulaire ou pas prévention des déchets. Donc c'était voilà, un climat un petit peu tendu pour nous. Et puis, bien entendu, nous n'avions pas la compétence développement économique au sein du syndicat. Donc la question de la légitimité pour porter une démarche UT pouvait se poser. Donc c'est pour ces différentes raisons que nous avons fait appel à un acteur neutre, donc Maceo, qui est une association, donc vous les connaissez sûrement, hein, une association qui œuvre pour le développement territorial durable sur le Massif central. Donc Maceo, qui a une expertise en économie circulaire, est venu en appui donc, du SBA pour plusieurs missions. La première, c'est pour mobiliser les acteurs. Donc tout d'abord, mobiliser les élus pour essayer de les convaincre de partir sur une telle démarche de IT, puisque sans le développement économique, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Donc Cindy de Rail, qui est présente actuellement sur ce webinaire, et tu pourras me compléter, Cindy, si tu le souhaites, a pris son petit bâton de pèlerin et puis allait faire des caractérisations des zones d'activité sur les communautés de communes ou d'agglomérations volontaires. Et donc a réussi à convaincre les élus d'RLV. Donc ça, je vous en parlerai aussi juste après. La deuxième mission, c'était de mobiliser les partenaires. Donc, une fois que la zone d'activité a été choisie, il fallait bien sûr mobiliser les partenaires avec les compétences que nous n'avions pas pour mener à bien ce projet-là. Et bien sûr, ensuite, mobiliser les entreprises de la zone d'activité pour participer à ce projet. Une deuxième mission, bien sûr, c'est la communication et le lien entre les différents partenaires pour garder voilà, un lien constant et surtout pérenne. Et puis surtout, voilà, nous avions pris Maceo pour son expertise en termes d'économie circulaire et de IT, bien entendu, puisque nous, au SBA, nous ne l'avions pas plus que ça. Et donc, l'objectif aussi de Maceo, c'est de faire de la co-animation. Donc, je dis bien co-animation, puisque le SBA et RLB viennent aussi en appui de Cindy pour cette animation. Donc juste pour revenir sur les objectifs du SBA pour participer à cette démarche-là, parce que ce n'est pas seulement parce que nous avons signé un contrat d'objectifs avec l'ADEME que nous souhaitions mettre en place ces démarches de IT, mais notre objectif principal était d'identifier des synergies interentreprises en termes de déchets et ressources. Bien sûr, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Et moi, j'insiste bien sur le terme déchets et ressources parce que finalement, c'est notre cœur de métier. Mais ça ne veut pas dire que nous souhaitions nous cantonner à ces déchets ressources sur la démarche UIT. L'objectif, c'était vraiment d'initier une démarche dans sa globalité et donc de prendre en compte toutes les autres thématiques qui peuvent l'être dans une démarche d'UIT. Mais nous, c'était vraiment notre objectif de départ. Avec 2 autres grands objectifs, bien sûr, de mieux connaître les flux de déchets des entreprises et de les inciter à réduire ces déchets-là, d'améliorer le tri, notamment le tri 5 flux qui est méconnu par les entreprises, et bien sûr d'augmenter la valorisation matière et de sensibiliser les entreprises au sujet de l'économie circulaire. Voilà, ça c'était vraiment ce qui nous motivait dans cette démarche-là. Donc bien sûr, après, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, nous avons pris en compte tous les objectifs des différents partenaires, mais ça j'y reviendrai à la fin aussi parce que c'est quelque chose d'assez important pour moi. Donc pour la sélection des différentes zones d'activité, donc vous les avez ici sur la carte en rouge, donc sur les 21 zones d'activité d'RLV, donc Cindy de Maceo a fait cette caractérisation de zone avec l'outil Adali qu'elle vous a mis dans le chat. Hein. Donc moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne le connais pas assez de toute façon. Donc l'outil Adali, voilà, comme elle l'a précisé, il a été développé et par Maceo et par l'école des mines de Saint-Étienne.
Et en fait, donc, il s'est avéré qu'on avait 6 zones d'activité sur RLB qui étaient plutôt intéressantes pour lancer une démarche de l'IT. Donc, voilà, les critères d'attractivité physique, géographique, économique, juridique ou sociale et organisationnelle ont été pris en compte. Donc, pour les détails, je vous renvoie vers Cindy. Et donc, finalement, il s'est avéré que c'est le parc européen des entreprises qui a été choisi parce que, tout d'abord, il avait une forte attractivité physique et géographique, mais il était surtout très intéressant en termes d'attractivité sociale et organisationnelle, tout simplement parce qu'il avait une association de zones, active. Donc voilà, avec des entreprises qui étaient actives dans cette association. Et ça, c'est pas, enfin, toutes les zones n'ont pas une association comme celle-ci. Et donc, nous avons trouvé que c'était plutôt intéressant pour démarrer une démarche EIT et pour avoir des relais aussi de communication sur la zone. Donc, voici le parc européen. Donc, c'est une zone qui a été créée en 1980, qui compte essentiellement des entreprises logistiques et industrielles. Donc, on a à peu près 28 entreprises, ça change bien sûr chaque année, sur 72 hectares, et on compte plus de 1000 emplois sur la zone. Donc, une fois que la zone a été choisie, donc on a réuni un comité technique, donc composé bien sûr donc du SBA, de Maceo animateur, et d'RLB, donc bien sûr avec un portage politique intéressant. Et nous avons mis également autour de la table la CCI Puy-de-Dôme, l'Association du Parc européen des entreprises, l'ADEME et le Grand Clermont. Donc voilà, là vous avez aussi 17 entreprises qui étaient impliquées sur la zone, mais ça c'est 17 entreprises qui ont été impliquées plus ou moins régulièrement en fonction des ateliers, et c'est surtout 17 entreprises qui ont signé la charte Éco-Respire dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, cette slide, juste pour vous dire que nous avons souhaité vraiment partir des besoins des entreprises pour qu'on ait voilà, une mission assez claire et assez pertinente sur cette démarche de IT. Donc une fois qu'on a constitué le comité technique, il y a des visites d'entreprises qui ont été faites par Maceo pour identifier les besoins des entreprises, mais aussi pour identifier des leaders. Donc les leaders, c'est vraiment très important pour nous, pour cette démarche IT, et pour les autres d'ailleurs aussi, puisque c'est eux qui vont nous permettre de relayer les informations, et puis c'est eux qui vont être présents aussi surtout sur la plupart des réunions, et qui vont pouvoir nous dire, bon ben là ça convient bien l'animation, là il va falloir l'ajuster, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment très important de les identifier dès le départ. Et donc ensuite, il y a eu une animation d'un atelier interentreprise pour hiérarchiser ces besoins-là, pour ensuite lancer des ateliers thématiques. Donc là, je vous ai mis quelques actions qui ont été menées sur le projet de UT Éco-Respire. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais nous avons commencé, comme beaucoup d'autres démarches, par la mutualisation des flux de palettes, carton, papier. Voilà. Puis ensuite, nous avons aussi travaillé sur les espaces verts des entreprises, puisque sur cette zone-là, les entreprises ont énormément d'espaces verts. Et il s'est avéré que chacun avait son prestataire pour gérer ces espaces, et ça pouvait coûter cher, et ça pouvait, voilà, c'était pas forcément très intéressant pour les entreprises. Donc l'idée, c'était d'avoir une gestion mutualisée, durable, responsable, donc avec un seul et même prestataire. Donc il a été fait un cahier des charges pour avoir, par exemple, du paillage, du broyage, des tailles raisonnées, de la gestion différenciée des espaces verts, voilà, des aménagements aussi qui favorisent la biodiversité, etc. Il s'est avéré que finalement, c'est une entreprise d'insertion qui a été retenue, et donc qui travaille maintenant pour plusieurs entreprises de la zone, et qui vient du coup une seule fois au lieu de plusieurs entreprises qui viennent plusieurs fois pour une seule entreprise. Et donc, nous avons également lancé la charte environnementale Éco-Respire avec la création d'un label. Donc, ce label, en fait, c'est vraiment une méthodologie, c'est un outil qui permet une démarche d'amélioration continue sur la zone. Donc, voilà, le label Éco-Respire. Donc, on a signé, enfin, 17 entreprises ont signé une charte, donc une charte d'engagement pour favoriser
les actions pour une zone finalement, et une zone, un avenir durable sur cette zone pour les entreprises et surtout pour les employés de la zone. Donc les entreprises s'engagent à mettre en place des actions dans ce sens-là. Et donc, il y a une grille, un référentiel d'actions qui est associé à ce label-là, donc qui comprend 5 thématiques. Donc, la thématique espace vert, gestion des déchets, gestion de l'énergie, de l'eau, la coopération entre entreprises et un axe transversal qui peut comprendre des actions comme par exemple favoriser la mixité homme-femme dans les entreprises, etc. Voilà, donc ce label-là, il a été créé finalement pour trois raisons importantes. La première, c'était de pouvoir valoriser les actions en place, donc les actions mises en œuvre par les entreprises, et puis de communiquer sur ces actions-là. Déjà de les connaître également. Hein. Et la deuxième, c'était aussi inciter à l'amélioration continue. Donc avec ce label-là, on se rend compte qu'il y avait quand même un effet d'entraînement. Les entreprises voient que leurs voisines ont ce label-là, elles vont avoir envie aussi de participer. Et surtout, il y a des visites d'entreprises qui vont se mettre en place. Et donc, il y en a déjà eu. On a l'exemple d'une entreprise qui a été visiter une autre, qui avait mis en place le tri des déchets et qui valorise 98% de ses déchets. Et bien finalement, cette entreprise-là, elle a aussi mis en place le tri dans son entreprise. Et tout le monde, les salariés sont impliqués, tout le monde est très content d'avoir fait cette action-là. Et puis ce référentiel, il va permettre aussi de donner des exemples d'actions, parce que les entreprises, quand on va les voir et qu'on leur dit, bon, est-ce que vous mettez en place des actions d'économie circulaire, elles n'ont pas forcément le temps de regarder ce qu'est l'économie circulaire, d'aller chercher un petit peu ce qu'elles peuvent mettre en place. Et donc finalement, ce référentiel, il facilite un peu la tâche des entreprises parce qu'elles peuvent piocher dans les actions et avoir quelques idées, et avec des retours d'expérience aussi d'autres entreprises de la zone. Et puis le troisième objectif, c'était surtout d'échanger des informations. Donc nous, on puisse transmettre des informations aux entreprises sur les appels à projets, les aides disponibles, sur les aides que nous, on peut apporter aussi à ces entreprises-là, et puis aussi avoir des informations de leur part sur ce qu'elles mettent en place et sur leurs besoins également. Si aujourd'hui, on a un retour avec plusieurs entreprises qui nous disent on aimerait avoir des informations sur la mise en place des panneaux photovoltaïques sur la zone, on va être au courant et on va pouvoir organiser une réunion à ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un inversement des rôles sur la démarche EIT, puisqu'au début, c'était vraiment le SBA qui était porteur, initiateur de la démarche, avec RLV qui était là en co-porteur. Et aujourd'hui, c'est vraiment RLV qui va reprendre le portage, et nous, le SBA, on va devenir partenaire et rester porteur sur les actions de déchets, puisque c'est notre cœur de métier. Et RLV a recruté une chargée de mission pour continuer d'animer cette démarche-là, et surtout pour décliner la démarche sur d'autres zones d'activité. Donc l'objectif, c'est vraiment de décliner ce label Éco-Respire sur les autres zones d'activité d'RLV, mais aussi sur d'autres territoires qui le souhaitent. Et puis le SBA a décidé aussi de continuer son accompagnement sur les démarches EIT en finançant une aide au démarrage. Donc si on a une communauté de communes qui vient nous voir en nous disant on souhaite mettre en place une démarche EIT, nous on va financer un début d'accompagnement via notre convention de partenariat avec Maceo. Donc, je voulais revenir aussi sur les objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, c'était notre premier projet d'EIT qu'on a lancé, donc Éco-Respire, et on a débuté sans objectif précis et surtout sans objectif partagé avec les autres partenaires, ni des rôles définis. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en milieu de parcours qu'il aurait fallu qu'on fasse ça dès le départ, et ça aurait peut-être permis d'impliquer un peu plus les partenaires et que ce soit un peu plus clair dans l'animation en tout cas. Le SBA était vraiment le seul porteur au départ, alors que finalement, sans compétences développement économique, il aurait fallu que ce soit vraiment un coportage dès le départ. Mais on s'est rendu compte aussi qu'avec l'avancée du projet, RLV s'est vraiment rendu compte des intérêts d'un projet EIT pour le territoire, avec sur différents thèmes. Donc, tout d'abord, la réduction des impacts environnementaux et les liens qu'ils ont pu faire avec le plan climat, air, énergie territoriale. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a une étude sur
les toitures pour mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les entreprises qui a été menée. Donc, on a plusieurs entreprises de la zone qui sont très intéressées pour mettre ça en place. Et donc, ça, c'est vraiment RLV qui a repris cette thématique-là, puisque c'est eux qui ont la compétence. Donc aussi, on voit que ça a un impact sur la création d'activités ou les nouvelles filières ou des services innovants, et que ça peut permettre de développer l'attractivité du territoire. Donc ça, ils en ont vraiment pris conscience, et maintenant, ils souhaitent vraiment développer ces démarches de IT sur toutes les zones de leur territoire. Oui. Donc le IT permet également de renforcer l'ancrage territorial, avec voilà, des spécificités locales qui se dégagent et qui sont valorisées, des ressources également. Et donc, l'idée, c'est de mettre en valeur tout ça pour valoriser le territoire, justement. Et donc, une thématique qui est chère aux élus, c'est vraiment la création et la consolidation d'emplois locaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'aboutir à ça via ces démarches IT. Et puis un autre aspect qui est très important pour les développeurs économiques, c'est le renforcement des liens avec les acteurs économiques du territoire. Voilà, instaurer un espace de dialogue, d'échange d'informations. On le voit aussi sur une autre démarche de IT qu'on a lancée, donc Essentiel, sur la communauté de communes de Mont-d'Arverne, où là, les élus avaient un petit peu de mal à converser avec les entreprises parce qu'il y a eu des sujets, notamment sur la vidéosurveillance, qui sont un peu mal passés dans le passé, justement. Et donc, en fait, cette démarche de IT, elle a permis de recréer du lien avec les acteurs, et ils en sont très contents. Donc ça, donc les deux prochaines slides, je les ai un peu empruntées à Cindy de Maceo, donc j'espère que tu m'en voudras pas, Cindy. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais je les ai trouvées intéressantes puisque, en fait, l'EIT, il faut vraiment le voir comme un outil de développement du territoire qui va nous servir pour atteindre nos objectifs et combler les attentes et les besoins des entreprises. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais juste avant, hein, sur les différentes thématiques qu'on peut ressortir d'une démarche de IT, donc sur la valorisation des ressources locales, l'attractivité du territoire, etc. C'est vraiment un outil qui est pour le coup une stratégie, qui devient une stratégie de territoire. Et cette slide également, qui nous explique en fait qu'en intégrant les acteurs dans une démarche de IT, en intégrant également les objectifs donc, de la collectivité du territoire et les actions, voilà, des actions précises dans le projet UIT, on peut en faire vraiment un outil de développement économique. Et puis, dernière slide, en fait, je voulais vous parler un petit peu des facteurs clés de succès de la démarche et puis des points de vigilance. L'objectif, c'est vraiment de choisir le bon terrain d'action au départ pour une bonne entente, en fait, une bonne coopération avec les acteurs publics et économiques, puisque, comme je vous le disais, nous, on a une association de zone sur le PER, donc le Parc européen des entreprises, et sans cette association, c'est vrai qu'on aurait eu un peu plus de mal à démarrer. Là, on a vraiment eu un bon relais avec des acteurs impliqués, des entreprises vraiment qui étaient intéressées pour participer à ces projets, et ça, c'est vraiment, vraiment important. On avait également un portage politique, puisque c'est vraiment les élus qui ont choisi d'aller sur cette zone-là. Et je pense qu'il est très important d'avoir une animation continue et puis une certaine réactivité aussi face aux demandes des entreprises. Si on les laisse dans l'attente pendant 6 mois, on va avoir du mal à recréer du lien par la suite. Il faut également être à l'écoute des besoins des entreprises et avoir une réponse adaptée. Si on répond à côté de la plaque, ça va pas leur convenir non plus, et du coup, on va perdre ce lien qui a été créé. Savoir s'adapter aux acteurs et aux spécificités aussi, je trouve que c'est important, puisqu'on ne va pas pouvoir refaire un projet de IT qui s'est bien passé sur une zone, sur la zone d'à côté, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes acteurs, ce ne sera pas les mêmes activités. Donc ça, c'est assez important aussi de repartir de zéro sur chaque zone. Et puis, comme je vous le disais, de partager des objectifs individuels, vraiment de les définir, et surtout de définir des objectifs communs. Et ça vraiment, voilà, sur la deuxième zone qu'on a lancée, on l'a fait dès le départ parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu un peu de temps à cause de ça sur EcoRespire. Et aussi, voilà, de définir des rôles pour les différents partenaires. Et puis, les leaders, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, mais savoir s'entourer de leaders, c'est vraiment important.
Et sur les points de vigilance, voilà, je pense qu'il faut faire attention aux antériorités, comme je vous le disais tout à l'heure sur la deuxième démarche que l'on a lancée. Voilà, la problématique avec la vidéosurveillance, ça a tout de suite créé des freins sur la démarche UIT. Les entreprises étaient craintives puisque en fait, les élus avaient lancé un sujet sur la vidéosurveillance et puis finalement n'avaient pas donné suite. Donc les entreprises étaient dans l'attente et voilà, ça a créé quelques soucis pour nous démarrer cette démarche UIT. Donc, c'est plutôt bien aussi de savoir anticiper les attentes pour se dire qu'il faut avoir une cohérence avec le projet politique pour voilà, enfin, anticiper et dire aux élus on aura peut-être ce sujet qui va venir sur la table, comment est-ce que vous voyez les choses, qu'est-ce qu'on peut répondre aux entreprises, etc. Et puis, bien sûr, prévoir un financement et une animation sur la durée. Voilà, si on prévoit un financement sur 1 an, ça ne suffira pas pour une démarche d'UIT. Donc ça, c'est important pour pouvoir maintenir le lien avec les entreprises. Et puis, prendre en compte le contexte économique. On est en plein dedans avec le Covid. C'est vrai que voilà, c'est pas forcément simple, justement, d'appliquer tout ce que je viens de vous dire dans ce contexte-là. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi être à l'écoute des entreprises qui sont dans l'attente et de celles aussi qui ne vont pas forcément très bien en ce moment. Et voilà, je pense que tous ces points-là sont assez importants. Et puis, j'en ai fini pour moi. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Laura. C'était très intéressant. Moi, je découvre petit à petit ce qui se fait sur le SBA et à chaque fois, je me dis « Waouh, ah, ils ont fait ça aussi !» Donc, c'est vraiment très intéressant. Avant de prendre des questions, on va donner la parole à Joël Perret de Stevia Natura, qui donc a ce label ou est en train de l'avoir. Je sais pas, il va nous raconter pourquoi il a intégré cette démarche. Merci. Alors, tout le monde m'entend. Alors, je ne sais pas si on me voit aussi. Faudrait enlever le partage d'écran, peut-être, c'est Laura, comme ça on vous verra en plus grand. Voilà, très bien. Voilà. Donc, merci de me permettre de m'exprimer un petit peu. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je pense que Laura a déjà pas mal, a quasiment tout dit sur ce label EcoRespire. Moi, je voudrais juste vous apporter un témoignage un peu pragmatique sur qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la nôtre. Alors, je suis Joël Perret, je suis le fondateur d'une entreprise agroalimentaire qui fait un édulcorant naturel qui s'appelle la stevia. On s'est implanté sur le site du parc européen d'entreprise il y a maintenant depuis 2012, donc ça fait bientôt une petite dizaine d'années. Même si la société, elle, a une quinzaine d'années d'existence. Et on s'est implanté sur ce parc européen pour un certain nombre de raisons, notamment le fait qu'il était à la fois agréable sur le plan de l'environnement, mais aussi cette fameuse association PEER qui regroupait les entreprises du parc. Donc, voilà, pour nous, cette démarche EcoRespire, c'est quoi en fait? C'est pour nous d'abord un moyen de fédérer différents intervenants autour d'un projet collaboratif. Permettez-moi d'insister sur le terme collaboratif et non pas commun. Ce n'est pas un projet commun, c'est un projet collaboratif. Pour moi, il y a une petite différence entre commun et collaboratif. C'est que dans collaboratif, il y a une notion d'action. Alors que on peut avoir des objectifs communs sans rien faire. Pour moi, quand on est sur un projet collaboratif, tout le monde y met un peu la main à la pâte et ça me semble un peu plus efficace. Alors, cet objectif collaboratif, c'est quoi en fait? Vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui parlent beaucoup de responsabilité sociétale et environnementale, le fameux RSE dont on étale qui sera le plus fort et le plus performant dans tout ça. Je crois que pour dépasser le cadre du projet que l'on montre à tout le monde, on veut essayer d'aller un petit peu plus loin et d'être vraiment dans l'action. Et je pense que
au sein de ce projet EcoRespire à travers l'association du PER, on a eu cette démarche qui a été portée par tout un tas d'acteurs, les chefs d'entreprise du parc, hein, mais aussi les salariés, les élus locaux, Laurent en a parlé, les personnels territoriaux. En 2 mots, je dirais tous les tissus vivants du territoire se sont impliqués dans cette opération. Alors, très souvent, quand on parle de responsabilité sociétale et environnementale à un chef d'entreprise, il dit « ouais, mais ok, tout ça, ça va me coûter de l'argent et ça va rien me rapporter et ça va me coûter aussi du temps et en fait, pour moi, ça ne se passera rien. » Je crois que, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est de démontrer qu'en fait, dans la réalité, cette opération d'écologie industrielle et territoriale, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein, eh ben, on s'aperçoit que non seulement c'est intéressant, mais en plus, c'est économiquement intéressant parce que ça permet aussi de gagner de l'argent. Alors, je vais vous prendre juste 2-3 exemples hein, que Laura a déjà cités, mais concrètement parlant, bon, il y avait déjà des opérations avant qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'écologie, comme par exemple la surveillance du parc par une société de surveillance mutualisée, ce qui permet d'avoir effectivement des coûts moindres. Mais les exemples plus récents, Laura en a parlé tout à l'heure, c'est la gestion mutualisée des espaces verts du parc à travers une entreprise qui a été choisie, là aussi à travers un cahier des charges avec une vision sur les aspects environnementaux, à la fois sur l'aspect écologique, mais aussi sur l'aspect de l'environnement proprement dit, dans le sens environnement agréable pour le travail, etc. Alors aujourd'hui, cette gestion mutualisée, elle existe. Pour nous, économiquement parlant, c'est très simple. Ça nous coûte moins cher qu'avant. Et c'est fait avec aussi des critères qui sont intéressants dans le cadre de cet objectif environnemental. La gestion des déchets, là, je pense que je ne vais pas y passer trop longtemps parce que Laura en a également parlé beaucoup. Le bois, le carton, le plastique, le métal, les déchets électriques, etc., etc. Tout ça sont des actions qui ont été entreprises et qui ont été mises en place. Alors, ce n'est pas terminé, ce que je dois dire heureusement, peut-être, parce qu'il y a encore des choses à faire. Et toutes ces choses, ça nous montre là aussi que quand on fait de la gestion mutualisée, on a un double avantage. On a un avantage économique, c'est certain, puisque ça nous a permis de réduire nos coûts sur l'élimination de ces déchets, mais aussi sur la revalorisation de ces déchets. Et bien, finalement, on a un retour sur ces investissements. Ça prend un petit peu de temps, mais à la sortie, c'est bénéfique pour tout le monde. En prenant en compte quelque chose qui aussi est important dans la gestion des déchets, c'est de se poser la question, finalement, bon, on gère nos déchets en les faisant éliminer par quelqu'un, mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir où ils vont, à quoi ils servent, et qu'est-ce qu'on peut en faire dans la réalité? Le fait de se poser cette question, c'est aussi quelque chose que nous a apporté le label EcoRespire à travers le choix des gens qui vont récupérer nos déchets et les valoriser. Et puis, là aussi, Laurent en a parlé, et puis je ne vais pas être exhaustif non plus sur le sujet, mais le projet économie d'énergie à travers le projet photovoltaïque, qui maintenant, comme Laura l'a dit, est porté par la communauté de communes, c'est un autre exemple de mutualisation qui va là aussi dans un sens de développement durable, d'économie d'énergie. Et franchement, vous savez, le photovoltaïque, bien souvent, on l'a fait aussi à titre personnel pour des personnes sur leurs habitations individuelles. Le problème, c'est que l'énergie qu'on produit, en général, en individuel, elle ne sert à personne parce qu'on n'est pas à la maison dans la journée. On en aurait besoin plutôt la nuit, mais la nuit, ça ne produit pas. Donc, le photovoltaïque, il a beaucoup plus d'intérêt sur des usines ou sur des activités industrielles parce que c'est là où l'énergie est consommée. C'est là où elle peut être produite parce qu'il fait jour et que le soleil tape dessus. Bon, là, je parle pour le photovoltaïque, mais il y a d'autres sources de ce type-là. Donc, pour conclure, à travers ces 3 petits exemples, je vous dirais simplement que ce qui est important, c'est que l'entreprise y retrouve son compte, mais à la fois sur le plan purement économique,
le plan sonnant et trébuchant, on va dire, mais aussi, je pense, et c'est un point important, sur l'adhésion de nos collaborateurs et de nos salariés. Parce que c'est des exemples concrets et pour eux, c'est plus qu'un discours. Oui, bon, on est certifié ci, on est certifié ça, on a un beau label, etc. Mais ils le voient concrètement dans leur quotidien. À la fois, je vous disais tout à l'heure, sur le plan de l'environnement de travail, du fait que cet environnement est agréable, mais aussi qu'on prend soin de la planète et de tout ce qu'on peut faire en termes environnementaux. Donc là aussi, c'est un point important. Et je terminerai là-dessus. C'est aussi un point important par rapport à nos clients et nos fournisseurs et les relations avec les autorités que l'on peut avoir, parce qu'on donne une image de personnes sérieuses qui prennent en compte le développement durable dans le futur. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique pour ses salariés, c'est bénéfique pour l'environnement. J'entends l'environnement politico-social, mais aussi pour l'environnement proprement dit. Donc, en tant que chef d'entreprise, je peux dire que j'y ai trouvé plutôt beaucoup plus de bénéfices que de coûts et de temps passé. Alors, Laurent, on a un petit peu parlé aussi, les freins qu'on peut avoir, mais il y en a un certain nombre, malheureusement. C'est la disponibilité de gens pour s'attaquer à tout ça, parce qu'ils n'ont pas toujours, même si j'essaye de vous faire passer ce message, ils n'ont pas toujours fait le lien entre, finalement, toutes ces actions, ça peut non seulement être utile, mais aussi économiquement intéressant. Et donc, bien souvent, on a tous des contraintes, le monde va de plus en plus vite et pour ce projet collaboratif, de temps en temps, il faut être présent et de temps en temps, on a des gens qui ne sont pas là, malheureusement. C'est clair que toutes les entreprises du parc ne sont pas aujourd'hui associées à cette activité. Ceci étant dit, c'est pas nouveau, hein. Je parlais tout à l'heure avant ce projet Eco-Respire, il y avait déjà des choses collaboratives qui avaient été mises en place, comme la gestion de la protection du site. Et dans la gestion de la protection du site, là non plus, toutes les entreprises ne participent pas, en tout cas pas concrètement, pas financièrement, même si à la sortie, elles en profitent quand même, parce que quand vous organisez des rondes avec des agents de sécurité sur un site, ils surveillent tout le monde, même si un tel ou un tel n'a pas participé au projet commun. Donc voilà, c'est toute la difficulté. Tout le monde ne veut pas forcément, pour tout un tas de raisons qui leur sont certainement valables, participer à tout ça, mais malgré tout, on arrive à avancer. Les intérêts des uns ne sont pas toujours compatibles avec les intérêts des autres. Puis, il y a aussi des contraintes. Là aussi, je pense que Laurent en a parlé, mais quand on a un certain nombre d'entreprises qui sont des filiales d'autres entreprises, qui ont des directives à suivre, ne peuvent pas concrètement s'associer à cette démarche, voire même des entreprises qui ont des relations avec l'État et qui sont obligés de passer par des appels d'offres pour traiter telle ou telle question et donc ne peuvent pas rentrer dans le système. Pareil, par exemple, sur la gestion des espaces verts, il y en a qui sont obligés de passer par des appels d'offres qui donc ne peuvent pas s'associer directement à nous. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petits freins comme ça qui nous perturbent, des petits cailloux dans les chaussures. Mais bon, je crois que la meilleure des choses à montrer, c'est ce qu'on a réalisé, ce qu'on est capable de faire et que tout ça, c'est économiquement rentable. Et puis, dans l'objectif de développement durable et puis de protéger la planète sur laquelle on vit, je crois que ça se passe de commentaires. Voilà, si vous avez des questions un peu plus précises, parce que je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, je crois que Laura a vraiment fait une présentation exhaustive de ce que le SBA a fait et de ce que Maceo a fait. Donc, ils nous ont beaucoup aidé à avancer. C'est vrai que si on n'a pas ce support-là, c'est un petit peu difficile de le faire à titre individuel. Merci beaucoup, Monsieur Perret. On va laisser la place aux questions.
Il nous reste encore On est 10 à peu près minutes. pile dans les temps, si je crois. Ah Oui, ouais, vous êtes ça. pile dans les temps. C'est parfait. Une question pour le pôle métropolitain. On a conscience très clairement que l'économie circulaire peut apporter une valeur ajoutée à la fois dans l'accompagnement des entreprises, éventuellement alors, au niveau environnemental et y compris au niveau économique. La question, moi, elle est plus donc pour SBA, c'est comment vous avez fait pour intégrer cette stratégie EIT dans une stratégie déjà en place. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à me donner pour lancer ce type de démarche dans une stratégie qui est existante déjà, et que ce soit d'un point de vue économique ou environnemental? Alors oui, c'est ce que je te disais sur le chat, c'est que nous n'avons pas donc la compétence développement économique, donc du coup, on n'a pas de stratégie éco. Par contre, c'est vrai que comme je le disais dans la présentation, l'EIT a vraiment de multiples aspects, donc voilà, environnementaux, sur l'attractivité du territoire, sur les échanges avec les entreprises, etc. Et l'idée, c'est d'intégrer un petit peu ces objectifs-là dans les différentes démarches, enfin dans les différents projets en tout cas. Nous, on est en train de refaire notre stratégie économie circulaire actuellement. Et en fait, l'EIT, enfin, il y a énormément d'arguments en fait, pour mettre en place une démarche d'EIT auxquels sont sensibles les élus. Les élus, ils cherchent à créer de l'emploi sur le territoire, ils cherchent à créer, enfin, avoir une attractivité intéressante. Du coup, on utilise ces arguments-là finalement pour pouvoir les intégrer dans notre stratégie en tant que telle. Alors après, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. C'est un peu complexe là comme ça. Je ne sais pas si Cindy, qui a un peu plus d'expérience que moi en la matière, parce qu'elle voit plus de territoire, peut-être qu'elle aura des réponses à t'apporter aussi. Ouais. Là, comme ça, juste pour bien comprendre, RLV avait bien été associé à la démarche que vous avez mis en place. Tout à fait. Tout à fait, mais voilà, ils ont été associés dès le départ, puisque c'est eux qui ont choisi la zone d'activité sur laquelle on partait. Après, ils n'ont pas pris part réellement au projet au départ, sur les ateliers, voilà, parce que ils n'avaient pas forcément les intérêts en tête, en fait. Par contre, ils s'en sont rendus compte par la suite, ils se sont rendus compte que ça s'intégrait dans leur stratégie environnementale, dans le plan climat, que ça s'intégrait clairement dans leur stratégie éco, pour le coup. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à leur place. Donc, c'est... Okay. J'en profite, comme j'ai la parole, la deuxième question un peu plus provoque. Est-ce que le trop de labels ne tue pas le label? En fait, je pose la question parce qu'on est à un territoire où on a déjà 4 labels et certains élus, notamment en charge du développement environnemental, se posent la question d'un label de ce type-là, peut-être un peu plus large, écologique, énergétique et EIT. C'est une question de fond, en fait, c'est est-ce que l'intérêt, c'est... Il y a la démarche qui est structurante et franchement, j'ai vraiment apprécié votre présentation et la pertinence du plan d'action. Et on voit comment ça pourrait faire écho à nos actions et besoins sur le genevois français. Maintenant, je suis un peu plus sceptique sur la com et la labellisation. Est-ce que peut-être aussi la question, peut-être pour Joël Perret, c'est est-ce que pour vous, le label, est-ce que vous utilisez ce label en tant qu'entreprise? Est-ce que vous voyez un intérêt ou est-ce qu'on est plus de l'ordre du greenwashing? Je parle vraiment, je raisonne uniquement communication et pas démarche d'ensemble qui est très pertinente pour moi. Voilà. Ah, je veux bien répondre. Non, c'est pas que du greenwashing. C'est justement c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, même si je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Je pense que toute cette démarche, elle a un intérêt à la fois en interne au niveau de nos salariés, parce que du coup, ils se mettent à participer activement à tout ça. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui n'avaient pas l'habitude, par exemple, d'éteindre les lumières, de fermer leur robinet,
de trier ses déchets, etc., qui s'y mettent parce qu'ils participent à tout ça, parce que ce label Eco-Respire, il est sur la porte de l'entreprise, il est sur les grilles de l'entreprise. Nous, on l'utilise aussi en termes de communication, parce que derrière, il y a des actions concrètes qu'on peut démontrer. Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est dans un système où on a des certifications pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, pour machin. Ça devient une foire à tout un tas de trucs qui sont probablement en plus certains greenwashing les uns que les autres. Je ne parle pas que pour ça d'ailleurs, hein. On peut aussi parler de certification avec des connotations religieuses derrière, avec des connotations de sécurité alimentaire. Moi, je suis dans le domaine alimentaire, pour la grande distribution, pour pas la grande distribution. Enfin, il y a tout un tas de machins. On pourrait passer son temps à être certifié de tout un tas de trucs. Nous, ce qu'on a vu à travers ce label, c'est qu'il y avait effectivement quelque chose de concret derrière, une adhésion des gens qui sont rentrés dedans, sont vraiment rentrés dedans. Et en termes de communication, on peut l'afficher parce que justement, il y a ce truc-là derrière. Alors, je sais que ce n'est pas simple parce que, effectivement, ça peut être pris comme ça. Mais il y a aussi derrière, je pense que ça, on ne l'a peut-être pas suffisamment montré avec Laura, c'est que derrière, il y a derrière cette charte qui a été écrite, qui a été établie, qui a été discutée, il y a aussi tout un plan d'action d'amélioration continue. Hein, on a des petites feuilles qui vont arriver petit à petit en fonction des différentes étapes qu'on aura franchies. Donc, ce n'est pas je suis certifié, tout va bien, tout est beau, tout est gentil. Non, c'est j'ai une démarche de certification, enfin, je suis certifié dans une démarche d'amélioration continue environnementale en cours. Donc, enfin, je ne sais pas si j'arrive à vous faire passer le message, mais c'est pas qu'un joli logo qu'on met sur les grilles de sa société, voire sur ses factures ou des choses comme ça. Il y a vraiment derrière toute une démarche, et c'est le message qu'il faut faire passer en termes de communication, c'est celui-là. C'est pas je mets mon certificat partout, c'est j'essaye de montrer aux gens qu'on est actif sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je sais que c'est pas simple. Et juste pour compléter, en fait, pour nous, c'est vraiment tout d'abord un outil, quoi. C'est un référentiel qui nous permet de travailler avec les entreprises et, comme je le disais, d'échanger des informations et d'essayer d'aller plus loin. Et en fait, on se rend compte que sans cet outil-là, c'est très difficile de motiver les entreprises pour un atelier particulier. En fait, à chaque fois, il y a des entreprises qui ne peuvent pas venir, donc on se retrouve avec 3 entreprises. Donc finalement, on n'avance pas. Et du coup, on démobilise aussi les entreprises. Et en fait, grâce à ce référentiel-là, les entreprises, elles peuvent avancer à leur rythme. Et si elles ont besoin, on le sait, au moins, on ne dit pas, bon, ben là, on va faire un atelier sur les espaces verts et qui veut, vient. Là, c'est vraiment les entreprises qui ont des besoins sur cette thématique-là. On prend leur disponibilité, on fait un atelier sur cette thématique-là. Et en fait, ça a beaucoup plus d'impact. Et derrière, on arrive vraiment à mettre en place des choses grâce à ça, ce qui est beaucoup plus difficile sans le référentiel. Donc, pour le coup, c'est un outil. Et le label, après, c'est un plus qui va permettre de créer une émulation sur le territoire et notamment en local. Pour l'instant, on est en local, donc on espère que ça ira un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les deux vont ensemble, en fait. Et je suis d'accord avec vous, hein, on s'est posé la question sur est-ce que ça ne fait pas trop de labels, voilà, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un label qui est un peu différent des normes ISO. Voilà. C'est beaucoup moins contraignant. Puis on est là aussi pour accompagner les entreprises. Donc après, il faut voir si ça prend de l'ampleur, comment est-ce qu'on va arriver à s'en sortir. C'est encore une question qu'on se pose, mais c'est vrai que pour l'instant, on voit vraiment l'intérêt de ce référentiel et de ce label. Juste pour ajouter un petit point, alors par rapport à ce que vient de dire Laura aussi en termes de label, si on décortique Eco-Respire, Eco, c'est la démarche écologique, économique, appelons ça comme on veut, hein, EIT, etc. etc. RES, c'est pour la responsabilité, et pire, c'est en fait, c'est le parc européen d'entreprises, PEER. Alors, je ne dis pas ça parce que je veux absolument qu'on garde le nom et qu'on se le conserve rien que pour nous, mais à travers ce nom, ça veut aussi dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce que Laura vient d'expliquer, c'est que c'est une démarche locale.
Donc, c'est des gens qui se sont appropriés un truc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas après généraliser ce mot, mais dans ce label, il y a aussi une notion locale et d'implication locale. On n'est pas sur de l'ISO 14000 ou 52000 ou de Couturier qui est national, européen, voire plus large. On est vraiment sur des actions locales concrètes. Donc, c'est pas du... Je reviens sur ce greenwashing qui m'énerve. C'est pas du greenwashing. Bon, merci beaucoup, Monsieur Perret et Laura, et aussi pour les questions pertinentes de Monsieur Pelu et pour l'ensemble des participants. Je crois qu'on va s'arrêter là puisqu'il est passé midi. Et donc, pour rester dans les délais annoncés au départ, on se retrouve pour les personnes intéressées à la visite du site du port Édouard Herriot en septembre, avec le sondage dont je vous ai parlé. Et je vous propose juste là de faire un sondage qui n'est plus actif. Je ne sais pas pourquoi, mon sondage ne marche plus. Moi, je peux le lancer si tu veux. Eh bien, vas-y.